Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info, la grande édition de nos informations. Mais tout d'abord, le sommaire. La Guinée vide. Les hommes d'affaires et les responsables de cette institution financière étaient ce matin en conclave. Les opportunités qu'offre cette banque à la Guinée est au cœur du forum. Et puis nous irons à Télémilé où plus de 5 centres de santé ont été réhabilités et équipés par l'organisation panafricaine de lutte pour la santé. Les acteurs du projet élaborent une stratégie pour les 3 prochaines années. Enfin, les élèves de certaines écoles de Kaloum ont battu le pavé ce matin et réclament le retour des profs dans les salles de classe. Un mouvement qui a dégénéré entre forces de l'ordre et jeunes manifestants. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. En plus bref, tout d'abord, présentation des lettres de créance. Le nouvel ambassadeur du Royaume du Maroc et celui de la République populaire démocratique de Corée ont présenté ce matin leur lettre de créance au chef de l'État. Les entretiens ont porté sur le renforcement des liens de coopération. Nous y reviendrons dans un instant avec le bureau de presse de la République. Et puis ce forum aussi, groupe de la BID Guinée, il est dédié aux opérateurs économiques guinéens, une opportunité pour eux de s'approprier des règles et procédures des différents guichets de l'institution. Quels sont les avantages liés à cette rencontre d'affaires? Des éléments de réponse, c'est dans un instant. Dans le reste de l'actualité, le ministère des Pêches et de l'économie maritime a validé un plan de prévention de la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Ce plan d'action va désormais contrecarrer et éliminer les vols des ressources halieutiques appelées pêche INN. Reportage à Alassane Diogobari. La validation de ce plan d'action national s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du code de conduite pour une pêche responsable. Ainsi, la Guinée se conforme aux recommandations du comité des pêches de la FAO approuvé depuis 2001. Ce plan national est élaboré avec l'appui de la Commission de l'Union européenne. Ça permet à la Guinée de disposer d'outils juridiques et matériels pour lutter efficacement contre le phénomène de pêche illicite qui constitue un fléau qui dégrade nos économies et nos environnements marins. Nous avons pu avoir le carton vert de l'Union européenne. Nous allons pouvoir aussi essayer toujours de surveiller nos eaux, de pouvoir garantir et essayer de sauvegarder nos ressources et avoir juste un quota que nous allons pouvoir payer. Nous allons pouvoir mettre en place, pêcher annuellement selon le plan de pêche annuel d'aménagement que nous mettons en place. La mise en œuvre de ce train de mesures demande une coopération régionale, notamment les organisations chargées de la gestion des pêches. La mise en œuvre du plan d'action national exige des moyens que mon département ne saurait réunir tout seul. Mon département pris isolément ne peut mener de façon efficace la lutte contre la pêche INN sans la collaboration de ses partenaires de terrain comme la préfecture maritime, l'état-major de l'armée de mer, la gendarmerie maritime, la direction nationale des douanes, les organisations sous-régionales comme la Commission sous-régionale des pêches et les organisations régionales et internationales. Que ces partenaires trouvent ici l'expression de ma disponibilité totale. La validation de ce document est l'aboutissement des efforts consentis par la Guinée et ses partenaires comme la FAO, l'Union européenne, la Commission sous-régionale des pêches et la Banque mondiale. Sur l'île de Kabak, les 350 hectares de riz sont menacés par les eaux. La digue de canalisation risque de céder et la production agricole prend un coup. Pire, le village est menacé de disparition. Comment en est-on arrivé là? Quelques éléments de réponse avec Aboubakar Junior Kamara. L'occupation anarchique des domaines publics maritimes a des répercussions sur des terres fragiles le long du littoral. Ici, à Kabak, le niveau de la mer augmente. Plus de 350 hectares de terres cultivables sont inondés. Le village Bakia, par exemple, est sous menace de disparition. Ces digues de canalisation et ces vannes de protection ne tiennent plus. Cette saison, la montée des eaux a fait 2 morts, tous des enfants. La population de Kabak, si le gouvernement n'intervient pas et qu'il n'y a pas eu de bonne foi, je crois qu'ils vont quitter. Parce que d'autres menaces disent que dans 5 ans, 10 ans, Kabak va partir. Face à la menace sur le monde agricole, la société civile s'implique. La plateforme nationale des citoyens unis pour le développement entame les activités de sensibilisation pour la protection de l'environnement et des plaidoyers au niveau des décideurs et des institutions.
Quand on vient sur la digue de Kabak, on voit que vraiment les dégâts sont énormes. Nous pensons que le gouvernement et les partenaires au développement peuvent venir en aide à cette population pour qu'elle puisse vraiment s'épanouir dans l'agriculture. Nous allons porter un plaidoyer, voir les autorités, interpeller les partenaires au développement. C'est un endroit stratégique et aujourd'hui il se pose pour cette localité-là et pour tout notre pays des défis énormes sur le plan écologique, sur le plan humanitaire, mais sur le plan économique et social. Kabak est un grenier sur le littoral, mais l'inondation menace de plus en plus le développement de l'agriculture ici. Espace Santé, le comité de pilotage du projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest était en conclave ce matin à Conakry. Ce comité valide les différents plans annuels de travail 2017 et compte améliorer les systèmes de surveillance des maladies dans l'espace CEDEAO. Sori de Kira pour plus de détails. Après 4 jours d'échanges et de réflexions sur le projet d'amélioration des systèmes de santé en Afrique de l'Ouest, ces experts de la CEDEAO se penchent à présent sur la coordination des activités en 2017, mais aussi sur les principales perspectives. Il s'agit du premier comité de pilotage du projet. Le comité met au centre de ses préoccupations la validation des plans annuels de travail des différents pays membres de cette organisation sous-régionale. Il y a des critères sur lesquels il y a un comité a été désigné. Ce comité est en train de travailler pour nous faire des propositions par rapport au nombre et puis quels sont les profils des personnes qui doivent siéger dans ce comité régional. Parce que ce comité régional, c'est un comité de prise de décision et de facilitation. En tant qu'agence spécialisée de la CEDEAO chargée des questions sanitaires, l'Organisation ouest-africaine de la santé entend redéfinir toutes les approches de santé humaine et animale pendant l'exécution de ce projet phare. L'intérêt du projet a amené la Banque mondiale à assurer son financement pour un coût estimé à 350 millions de dollars US. Il y a eu une épidémie d'Ebola qui a secoué 3 pays de la région, de la CEDEAO, y compris la Guinée. Et il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été faits, autant au point de vue de pertes humaines, mais aussi sur le plan socio-économique. Il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été faits. C'est donc fort de ces constats que la Banque mondiale, en collaboration avec les pays de la CEDEAO, s'est dit qu'il faut faire quelque chose pour qu'une telle chose ne se reproduise plus dans la région. La plupart des épidémies dans le domaine de la santé humaine sont d'origine zoonotique. Aujourd'hui, il est fondamental donc d'inclure non seulement cet aspect animal, l'aspect environnemental, naturellement en plus de l'aspect santé dans la surveillance épidémiologique et dans la lutte contre les maladies épidémiques. Les travaux de ce comité de pilotage terminés, les regards sont à présent tournés vers des actions concrètes liées au renforcement des systèmes de surveillance des maladies, tant au niveau régional qu'au niveau de chaque pays de la CEDEAO. La réussite des actions passe par une franche collaboration et des échanges d'expériences entre les pays de l'organisation. La Croix-Rouge guinéenne célèbre ses 33 ans au service des populations locales, créée au lendemain du tremblement de terre survenu à Koumbia. C'est dans la préfecture de Gawal. Cette organisation humanitaire se fixe comme objectif d'apporter les premiers soins aux victimes et la gestion des catastrophes. Tcherno Maroufba, Algassimouba. Fournir des services humanitaires durables aux populations est l'une des missions de la Croix-Rouge. En Guinée, la Croix-Rouge est née au lendemain du tremblement de terre de Koumbia dans Gawal. Aujourd'hui, il compte plus de 17 000 volontaires actifs. De nos jours, la Croix-Rouge guinéenne accentue ses efforts dans la promotion de la santé communautaire. La Croix-Rouge guinéenne essaie d'apporter des réponses grâce aux efforts conjugués des partenaires du mouvement, tels que le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge danoise, la Croix-Rouge britannique, la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge suisse et la Croix-Rouge américaine. La Croix-Rouge guinéenne se prépare à célébrer ses 33 ans.
Sa participation active dans la gestion de l'épidémie Ebola lui a conféré une réputation qu'elle est déterminée à préserver. Suite à la déclaration officielle en mars 2014 par les autorités sanitaires du pays, l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Guinée, et pour répondre à cette situation préoccupante, la Croix-Rouge guinéenne a déployé sur tout le territoire national plus de 3500 volontaires pour réaliser les activités selon les 5 piliers de la riposte. 141e membre de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge guinéenne se fixe plusieurs directives pour les années à venir. Parmi elles, la promotion des principes et valeurs humanitaires à l'échelle nationale. Et puis cette feuille d'audience de la première dame Hadja Djené Kondé a reçu successivement l'association des femmes pour le développement de Koya, ses camarades du lycée du 1er mars ainsi que les représentants de la fondation Rio Tinto. Le point, c'est avec Ali Badara Kondé, Alceniso Camara. C'est dans une joie immense que la première dame de la République a reçu l'association des femmes pour le développement de Koya, ses camarades de promotion du lycée 1er mars de Matam, ainsi que les représentants de la fondation Rio Tinto. Objectif, présenter à la présidente de la fondation Prosmi les meilleurs vœux de l'année 2017, mais aussi inviter Hadja Djené Kondé à soutenir les différentes activités de leur structure. Madame la première dame a été accessible à tout ce qu'on lui a demandé et ça tiendra compte de son calendrier pour venir à Koya le 18 février. Elle nous l'a confirmé. Nous comptons mener une activité humanitaire dans un petit district de la sous-préfecture de Koubia, dans la préfecture de Brika, précisément dans le district de Simbakunya, une activité d'assistance sociale aux populations démunies. Nous comptons la mener avec la participation de la fondation de Madame la Première Dame. La première dame de la République a apprécié cette démarche des femmes de Koya, mais aussi ses camarades de promotion. Hadja Djené Kondé promet d'accompagner ces structures pour le bien-être de la population et surtout l'autonomisation de la femme guinéenne. Et puis retour sur ces éléments de la présidence qui viennent juste de nous parvenir. Présentation des lettres de créance. Le nouvel ambassadeur du Royaume du Maroc et celui de la République populaire démocratique de Corée ont présenté ce matin leurs lettres de créance au chef de l'État. Les entretiens ont porté sur le renforcement des liens de coopération. Ibrahima Keita, Mandiou Sidibé, Cheikh Mabinti Silla. Idriss Isbern, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc auprès du gouvernement guinéen à Saouturia ce jeudi. Désormais, ce diplomate marocain doit s'investir dans le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Maroc et la Guinée, deux pays membres de la Oumma islamique. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'insigne honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Sa Majesté le roi Mohamed VI m'a nommé en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc en République de Guinée, ainsi que les lettres de rappel de mon prédécesseur. Lui, c'est Ri Jong-Diong, désormais ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire démocratique de Corée auprès du gouvernement guinéen. Ri Jong-Diong a présenté au chef de l'État les lettres par lesquelles le gouvernement de la République populaire de Corée l'accrédite auprès du gouvernement guinéen. Excellence, Monsieur Professeur Alpha Conté, président de la République de Guinée, chef de l'État. J'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance sur lesquelles le Présidium, l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique
de Corée m'a nommé l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire démocratique de Corée en République de Guinée. À travers ces lettres de créance, les liens d'amitié et de coopération entre le Maroc, la Corée et la Guinée se confirment. Et puis ce forum groupe de la BID Guinée, il est dédié aux opérateurs économiques guinéens, une opportunité pour eux de s'approprier des règles et procédures des différents guichets de l'institution. C'est le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de ce forum économique. Mohamed Lamine Souma, Cheikh Mabindi Silla, Mandiou Sidibé. C'est un forum économique qui a réuni le secteur privé guinéen pour discuter des conditions d'accès au crédit de la Banque islamique de développement. Une initiative du président Alpha Condé. Objectif, promouvoir le secteur privé guinéen dans une dynamique du partenariat public-privé d'une part et promouvoir la création d'emplois en Guinée. D'autre part, le vice-président de la Banque islamique de développement, BID, s'est dit disposé à nouer le partenariat avec les opérateurs économiques guinéens dans le respect des principes de cette institution. Ce forum est une très bonne occasion d'échanger des points de vue avec le secteur privé et pour les aider à mieux comprendre les produits que nous avons et les possibilités et les opportunités. Nous avons pris en compte beaucoup de vos suggestions. Et nous avons examiné les conditions particulières du pays s'agissant du soutien aux PME, aux petites et moyennes entreprises. Et il nous faudra trouver des moyens adaptés pour ce faire. Nous sommes encouragés pour votre connaissance du potentiel de croissance, du rôle que le secteur privé peut jouer. Et nous serions très heureux pour vous appuyer dans cette entreprise ainsi que dans d'autres domaines, dans le domaine des services publics. Satisfait, le président Alpha Condé a fait un plaidoyer. Le chef de l'État demande à la BID d'accorder des prêts à tout opérateur économique guinéen ayant une surface financière d'1 million de dollars américains au lieu de 5 millions, comme l'exigent les principes de cette banque. Nous avons eu hier, après le président d'entretien, l'occasion d'aller à Mafenaya pour l'inauguration du centre de santé qui a été construit à Mafenaya. 4 comme ça, on avait un à Mafenaya, un à Guéké, un à Banankoro et un à Mototo. Donc la BID nous a accompagnés pendant, d'abord la relation entre nous et la BID sont très vieilles, parce que le premier président de la Guinée, le président Sékou Touré, que Dieu son âme, a été un des plus grands soutiens pour la création de la Banque islamique de développement. Évidemment, à travers les années, nos relations n'ont pas été ce que j'aurais dû être. Et il y a beaucoup de financements de la BID dont nous n'avons pas bénéficié, en dehors des financements de nos projets de l'État, alors que la BID finance les entreprises privées et finance le commerce, etc. Donc, l'édition que nous avons eue, c'était de demander à la BID non seulement de continuer à accompagner l'État guinéen pour les infrastructures, l'agriculture, l'énergie, mais aussi, cette fois, d'accompagner des opérateurs guinéens. Mais comme je viens de dire au vice-président, je crois que la BID commence à partir de 5 millions de dollars. Bien sûr, nous avons quelques opérateurs qui peuvent avoir des activités, qui peuvent commander plus de 5 millions de dollars, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Donc, j'ai fait un plaidoyer pour qu'ils acceptent aussi de financer à partir d'1 million de dollars. Sinon, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises ou de peu d'entrepreneurs qui n'auront pas accès. Bien sûr, nous avons quelques entrepreneurs qui ont des projets qui dépassent 5 millions de dollars, mais ils ne sont pas la majorité. Mais nous ne pouvons pas demander non plus à la BID de descendre trop bas parce que ça va leur créer trop de problèmes de bureaucratie.
Mais s'ils peuvent accepter aussi d'accompagner les gens à partir d'un $1 million, ceux qui peuvent $5 millions, ceux qui peuvent mais aussi $1 million pour que nous puissions avoir le maximum d'hommes d'affaires. Parce que notre objectif, c'est une croissance à 2 chiffres, et pour cela, il nous faut un investissement d'1,5 milliard par an, public-privé. Et étant donné que les ressources de l'État sont limitées, on ne peut avoir cette croissance à 2 chiffres que si réellement il y a une grande impulsion faite à l'entreprise, à l'entrepreneuriat privé. Je vais parler par exemple d'un secteur qui est le secteur de la pêche, où presque l'essentiel de nos grands pêcheurs font la consignation des bateaux chinois. Et j'ai demandé que d'ici 2 ans, chacun ait leur bateau. Un de nos points que nous souhaitons aussi, c'est que la BID nous accompagne pour que tous puissent acheter des bateaux, c'est-à-dire que ce soit maintenant la belle Guinée qui puisse. Aussi, nous avons expliqué que bien sûr nous sommes un pays minier, mais que nous souhaitons que l'agro-industrie soit la base du développement de la Guinée. Et donc ils nous accompagnent, les hommes d'affaires au niveau de l'agriculture, mais aussi de l'agro-industrie pour la transformation de matières premières. Parce que notre objectif, c'est de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons, ce qui nous rendra moins dépendants de l'extérieur, étant donné que nous avons notre monnaie. Les fluctuations du dollar et de l'euro pèsent beaucoup sur nous. C'est pourquoi nous souhaitons donc importer le moins possible, ou plutôt être exportateurs. Donc maintenant, je vais laisser le vice-président débattre avec vous pour vous dire quelles sont les conditions d'accès au crédit de la BID pour les hommes d'affaires privés. En tout cas, comme je l'ai dit, nous sommes décidés à accompagner les hommes d'affaires à condition qu'ils soient sérieux. Parce que c'est les premiers qui vont être accompagnés. S'ils ne se comportent pas bien, ils décourageront la BID pour accompagner les autres. Donc il faut que chacun soit sérieux et respecte ses engagements. Voilà, donc je souhaite bon début et bonne continuation entre les hommes d'affaires privés et notre cher frère, le vice-président de la BID. Merci. La coopération économique ainsi entamée entre la BID et le secteur privé participe de la volonté du président Alpha Condé de faire du secteur privé guinéen un secteur dynamique et créateur d'emplois. Dans l'actualité encore, c'est parti pour les travaux de la première session du conseil d'administration de l'Office guinéen de publicité. Les membres du CA de l'OGP vont examiner pendant 3 jours les problèmes liés au fonctionnement de cette régie et approuver le budget pour l'année 2017. Explication, Maurice Sidibé, Solide Kira. C'est la première session publique de l'Office guinéen de publicité OGP. Cette assemblée générale présente les objectifs de l'Office pour 2017. Les prévisions de ressources à mobiliser sont estimées à plus de 25 milliards de francs guinéens. Les ressources de l'OGP sont générées par les redevances et des taxes sur les faits publicitaires ci-après. Redevances sur les spots publicitaires des médias d'État et privés. Redevances sur les engins roulants à graphie publicitaire ou identifiés, notamment véhicules, camions, motos, etc. Redevances sur les panneaux routiers, affichage, mural, décoration murale, décoration des boutiques, décoration des kiosques, enseignes lumineuses, monolithes, frontons des boutiques, de magasins, de restaurants, de salons de coiffure, d'ateliers de couture, de cliniques privées, pharmacies, laboratoires d'analyse biomédicale privés, net club, etc. Au cours de cette session, les difficultés liées au fonctionnement interne de l'OGP seront examinées. Les membres du conseil d'administration auront aussi à approuver le budget annuel. Par votre assiduité et le sérieux que vous allez observer pendant ces 3 jours de travail intense, j'espère qu'à la fin de nos travaux, des recommandations pertinentes seront formulées au regard de la qualité et de la diversité des membres du conseil d'administration que nous sommes. Ces recommandations trouveront un écho favorable auprès des décideurs concernés en général et le chef de l'État en particulier, car il s'agit d'en parler de l'amélioration des outils de bonne gouvernance en vue de réduire la pauvreté et de favoriser l'émergence vers le développement durable qui constitue l'un des soucis majeurs du président de la République qui fait de la mobilisation des ressources internes et externes son cheval de bataille de tous les jours.
En perspective, l'OGP mise cette année sur l'introduction de l'économie numérique pour élargir le faisceau publicitaire en Guinée. Cela va permettre à cet établissement public de mettre la main sur toutes les taxes qui échappent encore à son mécanisme de contrôle. À Kankan, un collège de proximité vient d'être inauguré à Balimala. Il est le fruit de la coopération guinéo-allemande. En réalisant ce centre, les initiateurs du projet entendent promouvoir l'enseignement secondaire dans la localité. RTG Kankan, Fouribangali Fofana. Les drapeaux guinéens et allemands bien tenus dans les mains des jeunes élèves flottant côte à côte ici à Forikalia dans la savane guinéenne, expression vivante de bonnes relations de coopération entre les deux pays. Une coopération qui fait le bonheur de nos communautés villageoises, la mise en place ici d'un centre d'éducation de proximité du second cycle qui était jusque-là un rêve pour cette population de Forikalia. C'est le fruit de plusieurs années d'efforts de l'ONG ADEFOBA, Association pour le développement de Forikalia Balimana, en partenariat avec une ONG allemande. L'un des avantages de ce second cycle de proximité à Forikalia est la diminution considérable de la déperdition scolaire, car autrefois, faute de tuteurs dans les centres d'accueil, nombreux étaient des élèves ayant terminé avec succès le premier cycle qui abandonnaient les études. Je ne souhaite pas seulement mettre des bâtiments à disposition, mais je souhaite aussi de nouvelles méthodes pédagogiques qui aident les enfants à être créatifs, à innover et à trouver la force de critique pour devenir des chercheurs. Cette coopération fondée sur le développement de la communauté de Balimana porte ses premiers fruits. C'est un collège moderne de 9 salles de classe et un lycée technique aussi moderne de 6 classes, avec un bloc administratif, une bibliothèque de 3 salles, une salle de projection, une salle informatique et une salle de lecture et de conférence. Le tout doté des équipements et fournitures de 5000 manuels scolaires. Un effort hautement apprécié et salué par les responsables de l'éducation à Kankan. En prenant en charge toutes ces réalisations, nous pouvons dire que Forikalia est au devant de la scène aujourd'hui en matière d'infrastructure. Et il faut remercier également la communauté de Forikalia qui a soutenu, n'est-ce pas, cette réalisation. L'université Amadou Dieng récompense ses meilleurs étudiants, une manière de créer l'émulation entre les apprenants. Elle a profité de cette cérémonie pour expliquer aux nouveaux étudiants les avantages liés au système LMD. Diene Yansane. Un cadre idéal pour une formation de qualité répondant aux exigences du marché de l'emploi. C'est l'espace que l'université Amadou Dieng offre à ses étudiants. Cette institution d'enseignement supérieur s'illustre dans la promotion de l'excellence et encourage l'émulation entre tous les acteurs évoluant au sein de l'institution. La remise de diplôme par rapport aux étudiants en L3 et en L2, donc la journée qu'on appelle la journée de l'excellence. Une journée qui consiste à créer une sorte de concurrence entre les étudiants pour les amener à apprendre davantage. Parce que lorsque aujourd'hui nous délivrons un certificat de meilleurs étudiants, donc au major de la promotion d'un programme quelconque, ça va inciter et ça va mettre les autres dans un autre élan de travail. Je suis vraiment heureuse puisque c'est très difficile pour une femme de se retrouver parmi les hommes, ce n'est pas facile. Donc quand moi je reçois un certificat aujourd'hui parmi les hommes, vraiment je suis émue, je suis vraiment contente. À l'université Amadou Dieng, le système d'enseignement lie la théorie à la pratique. On remarque la présence des intrants de laboratoire tels que recommandés par le système LMD. Un système qui répond aux attentes des étudiants et au système d'enseignement supérieur. C'est cette fois-ci que nous apprenons beaucoup de choses à propos. On ne savait rien à propos. C'est maintenant que nous savons qu'est-ce que c'est un crédit et beaucoup d'autres choses. On était purement bleu là-dedans. Maintenant, là, nous comprenons qu'est-ce que c'est le système LMD et au fur et à mesure, nous irons en découverte. Beaucoup d'étudiants ont porté le choix cette année sur cette université. Une université dont la qualité a été perçue par ses étudiants comme un modèle qui offre des avantages pour l'obtention du premier emploi.
Au moment où les autorités s'emploient dans la modernisation des outils d'apprentissage, cette université multiplie les approches pour la culture de l'excellence. Et puis cette action encouragée de la part d'un citoyen, Abouakar Danfaga, c'est son nom. Il vient de réhabiliter une route d'1 kilomètre dans le quartier Antafassa, une manière pour lui de désenclaver ce quartier. Un acte salué par l'ensemble des citoyens. Alpha Yassila. Une voirie de près d'1 kilomètre complètement recouverte dans le quartier Antafassa. C'est l'action d'un citoyen du quartier. Abouakar Damfara, c'est son nom, opérateur économique, habite ce quartier depuis 2 ans. Difficile à circuler. Bon, pendant l'hivernage, il y a des creux partout. Pendant la saison chaude, c'est la poussière partout. Les riverains sont tous envahis par la poussière. Cette action de bonne volonté de ce fils de Guinée s'inscrit dans la dynamique d'accompagner le gouvernement dans sa volonté d'améliorer les conditions de vie des populations. La construction de ce tronçon répond à une nécessité de rendre fiable la mobilité des populations de Antafassa. La réalisation de cette infrastructure routière dans son quartier est un moyen pour lui de contribuer au développement de son pays. Nous avons la chance d'avoir de grands hommes dans ce quartier. Mais une œuvre si immense, c'est la première fois. Nous sommes souvent accompagnés par d'autres dans beaucoup d'événements. Et ça, nous sommes fiers du quartier, nous sommes fiers des citoyens de ce quartier. L'exécution de cette infrastructure routière a donné lieu à quelques cérémonies de réjouissance sportive et sociale dans le quartier Antafassa. J'appelle tous les opérateurs économiques, les chefs d'entreprise, de faire la même chose pour ce beau pays. En faisant ça, on contribue au développement de notre cher pays. Les quartiers d'Anta sont des zones loties. Cependant, les routes sont quasi impraticables, surtout en saison hivernale, à cause de la boue et des trous béants qui se forment le long des ruelles. La circulation a été perturbée ce matin dans le centre-ville. Les élèves de certaines écoles de Kaloum étaient dans la rue. Ils réclament le retour des professeurs dans les salles de classe. Un mouvement qui a dégénéré avec des jeux de pierre entre manifestants et forces de l'ordre. Pour les autorités en charge de l'éducation, des solutions idoines sont à ligne de mire. Constat et reportage, Moussa Komara. Une ambiance chaude dans certaines rues de Kaloum. Ces élèves des 3 plus grands établissements publics de la presqu'île sont sortis des salles de classe pour réclamer des enseignants. Selon ces manifestants, les cours d'économie, d'histoire et géographie ne leur sont pas enseignés depuis 1 mois. Les profs ne viennent pas. Ça fait 2 ou 3 mois de cela que notre prof d'économie ne vient pas. Ce jeudi, les élèves sont descendus dans la rue pour se faire entendre. Pourtant, il y a une semaine, ils avaient adressé une lettre à la tutelle pour attirer l'attention. Ce matin, les enseignants contractuels non admis à la fonction publique se sont joints aux lycéens en colère. Nous attendons notre prise en charge. Depuis 2015, nous sommes immatriculés. On devrait être en ligne budgétaire depuis 2016. Pourquoi pas maintenant en 2017 ils refusent de signer notre arrêté. C'est simple signature qui reste. Face à l'ampleur du débrayage, les autorités en charge de l'éducation parlent de manipulation. Les enseignants contractuels non retenus à la fonction publique récemment sont pointés du doigt. Aujourd'hui, nous déplorons cette situation. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui traînent en dessous. Il y a de l'argent qui est perdu. Il y a des gens qui ont déjà payé de l'argent par ailleurs parce qu'ils pensaient qu'ils seraient admis au concours. Il y a des gens... Mais si vous avez investi, vous avez donné de l'argent à des gens pour faire parce que vous pensez que vous pourrez admis au concours. Si vous n'avez pas entre ces voies, ce n'est pas la solution de mettre les enfants dans la rue. Les admis au concours sont devenus des fonctionnaires. Et nous attendons les matricules au niveau de la fonction publique pour que ces enseignants soient redéployés. Aujourd'hui, nous avons eu la liste des 5000 enseignants matriculés aujourd'hui. Et nous allons faire en sorte qu'à partir d'aujourd'hui, nous travaillons pour qu'en début de la semaine prochaine, la liste des affectations sorte afin que chaque enseignant rejoigne son poste. Et cela, ça va se faire sans problème. Mais nous sommes en manque d'enseignants, nous en recherchons. Et donc, nous n'avons aucun intérêt à éliminer sur la base d'une humeur ou d'une évaluation tronquée des gens qui sont censés combler un besoin qui est le nôtre. Nous avons fait des évaluations, les copies sont là. Les gens qui ne sont pas d'accord, ils vont, ils vérifient
Et ils peuvent réclamer. Là, vous avez quelqu'un qui a 3,5 sur 20. Comment on peut confier nos enfants à quelqu'un qui a 3,5 sur 20? Les copies sont là, il y en a plein. Donc, ce n'est pas une volonté délibérée de chasser des gens, c'est parce qu'ils ne sont pas au niveau. Depuis la publication des résultats des nouveaux fonctionnaires à l'éducation, des perturbations sont constatées dans plusieurs écoles du pays. À Kalouma, l'intervention des forces de sécurité a ramené le calme. Enfin, en interactualité, en plus bref, le nouveau président Adama Barrow de la Gambie est de retour dans son pays. À son arrivée à Banjul, il a été accueilli par une foule à liesse. C'est le dénouement d'une longue crise gérée d'une manière pacifique par le professeur Alpha Condé. C'était tout pour ce soir au compte de Guinée Info. Grand a-t-il le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 4 jours d'affilée. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision nationale.